Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. Les Sénégalais ont encore rendez-vous avec l'histoire, encore 15 jours avant les élections législatives. Quel sens ce scrutin a-t-il dans le régime politique du Sénégal? La place de l'Assemblée nationale dans la modernisation politique? Les routes de la campagne, elles, sont parsemées de quelques scènes de violence. Justice à deux vitesses. Abass Fall pas inquiété, Bougane Gueye Dany condamné. Bonjour Ismaïla Madior Fall. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Professeur titulaire agrégé de droit public et de sciences politiques, ancien ministre directeur de cabinet du président de la République, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien garde des Sceaux. Lorsque vous étiez aux affaires sous la présidence Macky Sall, on avait reproché à votre régime ce qui est appelé la justice des vainqueurs, l'impunité pour les membres du parti au pouvoir. Vrai ou faux? On pensait en avoir fini avec ce débat, avec l'arrivée de Pastef au pouvoir. Les graves déclarations d'Abass Fall, la tête de liste de Pastef à Dakar, qui a appelé ses militants à s'armer de coupe-coupe et de couteaux pour faire face à Samoussa Kaddu de Barthélémy Diaz. Le même soir, le quartier général de cette coalition attaqué, incendié. On pose cette question parce qu'elle est en train d'être passée sous silence. Pourquoi c'est toujours comme ça dans notre pays? Bon, il faut d'abord relever que notre pays est une démocratie apaisée. Nous sommes tout de même un pays où le mode de dévolution du pouvoir n'est pas violent. On a pu très tôt, bien avant la plupart des autres pays africains, construire une démocratie apaisée où le pouvoir s'acquiert par les urnes et non par les armes ou par la violence. Donc on ne peut pas dire que la violence, c'est le paradigme de fonctionnement du régime politique sénégalais. Non. Maintenant, il y a des séquences de violence. Il y a des faits de violence qui sont avérés tout au long de l'histoire politique du Sénégal. Et souvent, on voit que les campagnes électorales sont les occasions de déploiement occasionnel de la violence. Heureusement que les faits de violence sont circonscrits. Heureusement que les faits de violence ne sont pas courantes. Et souvent aussi, les faits de violence doivent faire l'objet de dénonciations de quelque bord qu'elles parviennent. Et il faudrait surtout que la justice s'emploie, ce n'est pas toujours facile, mais s'emploie de façon équidistante et de façon froide à traiter les cas de violence. Parce que c'est le traitement judiciaire approprié des cas de violence qui dissuade les éventuels auteurs de violence à reprendre ces violences. Donc il faut les constater, il faut les dénoncer, il faut les déplorer. Il faut considérer quand même que c'est exceptionnel, c'est marginal, il arrive même si l'ampleur est importante. Et il faut aussi souhaiter que le traitement judiciaire soit approprié pour dissuader. La justice toujours, professeur Ismaïla Madior Fall. Le procès de Bougane Gueye Dany que vous avez sans doute suivi mercredi à Tambacounda, l'opposant est libre mais condamné à 1 mois avec sursis pour refus d'obtempérer sur la route de Bakel, la ville sinistrée par les inondations. Le procureur lui avait ajouté les délits de rébellion et d'outrage à agent, ce que les gendarmes appelés à l'audience ont infirmé. On risque d'assister à beaucoup de scénarios comme ça, certainement si les choses ne changent pas. Le procureur sénégalais, c'est un problème. Il est sous autorité du ministre de la Justice, que vous avez été, et donc du Premier ministre et du Président de la République. Dans ces conditions, le procureur ne peut échapper à des ordres politiques qui viennent de l'exécutif. Vous n'avez pas réformé la loi, vos remplaçants, Pastef, ne l'envisagent pas. C'est un débat qui peut être ouvert, mais je dois dire que en tant qu'ancien ministre de la Justice, parce que j'ai eu par la grâce de Dieu et par la volonté du président Macky Sall, j'ai été 2 fois garde des Sceaux, ministre de la Justice, donc vous comprendrez que je sois un défenseur de la justice et un défenseur des gens de justice et un défenseur du secteur judiciaire au Sénégal. Je pense que la justice au Sénégal est une justice de qualité. Je pense qu'au Sénégal, la justice est indépendante parce que la justice, ce n'est pas un individu, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un procureur, ce n'est pas un juge. La justice est une institution. La justice, c'est des mécanismes. La justice, c'est des institutions, c'est une institution. Donc, en tant que telle,
On ne peut pas taxer tout de go comme ça la justice de manipuler ou d'indépendant. Non. Il y a des imperfections. Il y a des imperfections. Il y a des imperfections parfois qui sont imputables aux procédures, qui sont imputables à la façon dont la justice fonctionne, et parfois qui sont imputables à un juge ou à un magistrat. Mais dans sa globalité, la justice au Sénégal est une justice de qualité. Maintenant, il va sans dire qu'il y a, comme vous l'avez dit, des réformes à opérer. Encore qu'il faut que ces réformes soient consensuelles. Le procureur de la République, c'est un agent de la justice qui met en œuvre une politique pénale. Et la politique pénale aussi, il faut pas l'oublier, elle est définie par l'exécutif. Elle est définie par l'exécutif, définie par le président de la République et mise en œuvre par le garde des Sceaux. Donc c'est une politique pénale. On dit il faut plus de répression de la drogue, il faut plus de répression de tel secteur, ou bien il faut avoir telle attitude. Le procureur de la République, c'est un agent d'exécution d'une politique pénale qui est définie par le président. Maintenant, heureusement que la justice... Un agent d'une politique pénale super puissant et sous autorité. C'est ça. Oui, en réalité, jusqu'à ce qu'il y ait un changement, le parquet est régi par le principe de l'unité et le principe de la hiérarchie. Ouais, c'est-à-dire que le procureur de la République, il est responsable de ses services et il est soumis à l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice. Ça, c'est la justice qui fonctionne comme ça. Mais heureusement que la justice ne s'arrête pas au procureur de la République. Heureusement que dans les affaires pénales notamment, bon, souvent il y a une forte pénalisation de la justice. On ne voit que l'aspect pénal, mais la justice c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus serré que ça et beaucoup plus profond que ça. C'est pas que la justice pénale. Bon, souvent c'est la justice pénale qui est la plus spectaculaire. C'est la justice pénale qui prive de liberté les gens. C'est pour ça que c'est la justice pénale qui est la vitrine de la justice. Mais la justice c'est pas que la justice pénale, c'est aussi la justice commerciale, c'est la justice du travail, c'est la justice administrative, c'est la justice. Voilà. Mais je pense qu'il y a dans notre pays la nécessité de réfléchir sur aujourd'hui les réformes qu'il faut imprimer à la justice. Cela a été fait, il y a des conclusions qui ont été... ces assises se sont terminées par des conclusions. Maintenant, reste à savoir s'il y a la volonté politique de mettre en œuvre ces un juge des libertés, par exemple, un juge des libertés, comme cela a été agité lors de ces assises, pertinent. Les assises de Bassirou Diomaye Faye sur la justice organisée en juin dernier. Un juge des libertés peut-il vraiment atténuer la presque superpuissance du procureur, surtout quand il s'agit du placement en détention de citoyens? Bon, en réalité, c'est pas que le procureur, parce qu'il y a le procureur qui peut mettre en garde à vue, le procureur peut mettre sous mandat de dépôt, mais il y a surtout aussi le juge d'instruction, parce que le juge d'instruction aussi c'est le juge qui peut mettre durablement sous mandat de dépôt quelqu'un qui a maille à partir avec la justice. Et voilà pourquoi on a considéré un moment qu'il faut confier peut-être le jugement ou l'appréciation de cette liberté, l'appréciation de la mise sous mandat de dépôt ou pas à un juge spécialisé et qui se soucierait lui de liberté, qu'on a appelé le JLD, juge de la liberté ou de la détention. Bon, au moment, ici, il y avait un consensus pour qu'on mette en œuvre les JLD dans le système judiciaire sénégalais. Le seul problème, le seul obstacle qu'on avait, c'est qu'il n'y avait pas assez de ressources humaines. Ouais, parce que le Sénégal n'a pas assez de magistrats. Dans notre pays, on a à peu près 500 magistrats pour tout le système judiciaire. Donc, ce qui fait que le niveau d'encadrement judiciaire est relativement faible. Mais il y avait une sorte de consensus depuis au moins une dizaine d'années sur les réformes que moi-même j'avais proposées, sur les réformes qui sont issues de la concertation récente, sur la nécessité d'avoir un juge des libertés et de la détention. Et ça, je pense que ça va dans le cadre du progrès des libertés. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut dépouiller le procureur de toutes ses prérogatives, parce que le procureur aussi, voilà, c'est aussi, il agit pour l'ordre public, il agit pour la société. Bon, il peut y avoir de temps en temps quelques dérives, mais il reste que le procureur reste un agent important, notamment dans la gestion de l'ordre public. Et lors de ces assises aussi, il a été beaucoup question, les assises de juin, il a été question du Conseil supérieur de la magistrature, son fonctionnement, sa composition. Le président de la République, certains veulent ne plus voir siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Lors de votre gouvernance aussi, la question a été agitée, mais apparemment, l'institution président de la République du Sénégal ne veut pas quitter cette instance
Bon, moi je pense que chacun va avoir son point de vue sur la question. Moi, quand j'étais ministre de la Justice, j'avais initié une commission de modernisation de la justice que j'avais confiée au professeur Jacob Ndiaye. Et je lui avais dit, pour traiter de la question, il faut aller interroger tous les acteurs de la justice, à commencer par les anciens ministres de la Justice, les anciens procureurs généraux, les anciens premiers présidents de la Cour suprême, les chefs de cour et de parquet qui sont en fonction, le barreau, les notaires, les huissiers, etc. Et il était allé parler à tout le monde. Et en fait, l'opinion était divisée. Il y en a qui pensaient que aujourd'hui, la modernité du fonctionnement de la justice aurait voulu que le président de la République ne siège plus dans le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il prenne ses distances, qu'il ne soit plus, et qu'au fond, le fonctionnement de la justice soit maintenant laissé aux juges. Bon, d'autres avaient considéré qu'il faut éviter de corporatiser le système. Parce que si on n'a fait que l'affaire des juges, il peut y avoir des problèmes, notamment en matière d'arbitrage parfois. Parce que, et ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que sur les questions de discipline, le président de la République ne siège pas. Le président de la République siège pour les formations non disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature, avec le garde des Sceaux qui est vice-président. Mais s'il s'agit par exemple de questions disciplinaires, le président de la République ne siège pas. Moi, à l'époque, ce que j'avais proposé au président de la République, c'est de couper la poire en deux. Je l'avais dit, Monsieur le Président, je pense qu'aujourd'hui, comme il y en a qui sont des partisans que le président de la République reste, et d'autres qui veulent que le président de la République parte, est-ce qu'on ne peut pas couper la poire en deux? Autrement dit, le président de la République ne préside plus les réunions du Conseil supérieur de la magistrature, sauf lorsque cela s'avère nécessaire. Donc, on voulait un système où le président ne siège pas, ne préside pas, laisse le Conseil supérieur fonctionner. Toutefois, en cas de blocage ou en cas d'impérieuse nécessité, le président pourrait exceptionnellement présider. À l'époque, c'est un peu cette proposition que j'avais faite au président Macky Sall. Et ça permettait de ne pas couper, de ne pas régler le problème radicalement, mais au moins d'envisager une évolution en attendant d'y voir plus clair. La justice toujours et les rumeurs, le débat sur des poursuites contre Macky Sall. Débat agité principalement par l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko. Sur quoi l'ancien président de la République peut-il répondre devant la justice? La falsification présumée des données économiques du Sénégal, les dizaines de morts lors des troubles politiques entre 2021 et 2024? Bon, je pense qu'il faut tout de même rappeler un principe élémentaire. Le président de la République au Sénégal, c'est pas Macky Sall, c'est le président de la République au Sénégal, qui qu'il soit, est régi par le principe de l'irresponsabilité. L'irresponsabilité. Ça veut dire que le président de la République n'est responsable qu'en cas de haute trahison. On ne peut pas lui imputer une responsabilité. On ne peut pas le juger pour des actes qu'il aurait commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le principe, c'est l'irresponsabilité. Une fois qu'on a dit ça, maintenant, sa responsabilité ne peut être exceptionnellement envisagée qu'en cas de haute trahison. Ça, c'est la Constitution qui le dit, l'article 101 de la Constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des faits considérés ou constitutifs de haute trahison. Il faut qu'il y ait une instruction qui soit menée et qui confirme que ces faits sont constitutifs de haute trahison. Et ensuite, il faut qu'il soit attrait devant la haute cour de justice parce qu'il est justiciable de la haute cour de justice. Et aujourd'hui, il est difficile. D'abord, il n'y a pas une définition de la haute trahison dans notre droit constitutionnel et notre droit pénal. Ça ressemble à Deuxièmement, un fourre-tout. Oui, voilà, vous avez raison. C'est une sorte de une fourre-tout pour qui veille fourre-tout. Et si la falsification des données économiques peut être considérée comme une haute trahison? Par qui? C'est ça le problème. Par qui? C'est tout de même une institution constitutionnelle. S'il y a des faits qui doivent être qualifiés de haute trahison, c'est certainement la Constitution elle-même ou une loi à laquelle renvoie la Constitution qui devrait apprécier les faits pouvant être qualifiés de faits de haute trahison. Certains responsables de PASTEF disent qu'ils ont les moyens de l'habillage d'une culpabilité de Macky Sall pour fait de haute trahison. Bon, heureusement que tous ceux qui le disent n'ont pas encore qualité à agir, n'ont pas qualité à le dire, n'ont pas qualité à le faire. Maintenant, bon, chaque homme politique peut se livrer à des déclarations politiques qui n'engagent que lui, qui n'engagent que son auteur. Mais il reste que le principe, en attendant qu'on change
la constitution du Sénégal ou qu'on change les lois qui régissent le statut du président de la République, le principe, c'est l'irresponsabilité. Le président de la République, en réalité, on pourrait envisager une sorte de responsabilité pénale internationale pour des faits de génocide, de crimes de masse devant la Cour pénale internationale. Encore que pour la Cour pénale internationale, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que si l'État dispose d'un système judiciaire efficace pouvant juger les crimes du traité de Rome, la CPI n'est pas compétente. C'est l'ordre judiciaire interne qui est indépendant. Donc, je veux dire, en tous les cas, du point de vue strictement difficile. Des rangs de PASTEF, on entend dire que les dizaines de morts lors des troubles politiques entre 2021 et 2024, il faut imputer tous ces décès à l'ancien chef de l'État, Macky Sall. Ouais, mais vous savez ça, on va être dans un et c'est dommage dans un pays dans une sorte de ping-pong parce que vous dites on l'impute au président, d'autres disent il faut l'imputer plutôt à l'opposition, on ne s'en sort pas. Donc je veux dire, le but du jeu c'est pas de se renvoyer la responsabilité, c'est de constater qu'il y a des événements malheureux qui se sont passés dans notre pays, qui ont occasionné des morts. Il faut le déplorer, il faut s'incliner devant ces morts. Et après, il faut trouver la formule historique pour solder les comptes, la formule historique pour régler les problèmes. Et récemment, j'ai entendu, et c'était très intéressant, dans la bouche du président Bassirou Diomaye Faye, qui parlait de commission vérité et réconciliation. Il a parlé de Mandela, il a parlé de l'Afrique du Sud, il a parlé de pardon, il a parlé de vérité et de réconciliation. Moi, je pense que c'est la piste plutôt qu'il faut emprunter aujourd'hui. Il y a des événements malheureux qui se sont passés. Il y a l'État qui avait la responsabilité de faire face. Parce que si l'État n'avait pas fait face, ce qui serait arrivé, c'est quoi? C'est que l'État serait effondré. La démocratie serait effondrée. Et aujourd'hui, ceux qui ont pris le pouvoir n'auraient pas pu le prendre. Peut-être que c'est des aventuriers ou, je sais pas moi, des militaires qui auraient pris le pouvoir. Il faut, je pense, constater que l'État a été géré, l'État a été sanctuarisé, l'État a été protégé, la démocratie a été sauvegardée. Il y a eu des événements malheureux, tout le monde les regrette, tout le monde les déplore. Il faut souhaiter que ça ne se renouvelle plus dans l'histoire du politique de notre pays. Maintenant, il faut trouver une formule de justice réconciliative. C'est ça qui est important aujourd'hui. Et que personne ne paie alors? Ce n'est pas de renvoyer la balle. Mais si, non, le problème c'est pas que quelqu'un paie. Parce que quand vous dites quelqu'un paie, ça veut dire que quelqu'un est responsable. Je considère que c'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité de toute la société sénégalaise. C'est une responsabilité du... L'exécutif d'alors et l'opposition à l'époque aussi. Oui, bien sûr. Les protagonistes. Parce que les protagonistes, c'était qui? C'était l'exécutif et c'était l'opposition. Donc il y a une responsabilité collective. Il y a des torts qui sont... Vous faites allusion aux appels à manifester Appel à manifester, appel à l'insurrection, un État qui a fait face pour défendre l'État, pour défendre la démocratie. Après, on ne doit pas être là à dire qui est responsable, qui va-t-on juger ou qui va-t-on juger. Sinon, ça va être quoi? Ça va être une sorte de justice des vainqueurs. Et il faut éviter une justice des vainqueurs. Parce que la justice des vainqueurs, elle est toujours conjoncturelle, elle est toujours provisoire. C'est quand vous êtes vainqueur, vous faites de la justice. Demain, c'est d'autres qui vont être vainqueurs, qui vont aussi faire de la justice. C'est une sorte de, comment dire, voilà, de cercle vicieux. On ne s'en sort jamais. Et il faut aujourd'hui se situer dans le cadre d'un cercle vertueux. Il faut essayer de faire le point, de trouver une formule de justice réconciliative de tout le peuple sénégalais. Est-ce que la loi d'amnistie votée à la fin du mandat de Macky Sall, avant l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye à la présidence publique, c'est un préalable à ce que vous êtes en train de dire? Je sais pas, moi je pense que si on considère que la loi d'amnistie est un instrument suffisant, un outil de justice réconciliative utile, pourquoi pas? Si on peut aller au-delà de cette loi d'amnistie, soit il faut l'abroger, la revoir dans un autre sens ou aller vers autre chose, peu importe. Il y a des militants de l'abrogation de cette loi d'amnistie. Oui, bon, je ne sais pas maintenant qui a intérêt à ce que la loi soit abrogée, moi je ne le sais pas parce que je ne sais pas qui est responsable. Finalement, c'est ceux qui sont responsables, qui ont peut-être intérêt à ce que la loi soit abrogée, mais qui a intérêt? Moi, je pense qu'encore une fois, personne n'a intérêt, personne n'a tort. Moi, encore une fois, je suis convaincu que c'est une responsabilité historique qui est partagée et qu'il faut trouver un mécanisme de réconciliation, à mon avis. Vous aviez tout à l'heure dit que cette démocratie sénégalaise, elle est une démocratie apaisée, à part quelques faits isolés qui peuvent être aussi graves et lourds de conséquences. Ouais. On a entendu
Dans la nuit de vendredi à samedi, Ousmane Sonko à Ziguinchor faire de graves allusions sur le général Souleymane Kandé, qui était le chef de l'armée de terre et que Pastef a limogé après son arrivée au pouvoir. Sonko dit que Kandé, pour résumer son propos, voulait empêcher, peut-être avec d'autres, l'installation de Bassirou Diomaye Faye comme chef de l'État du Sénégal. On sait tous ce que ces propos signifient. Vous les jugez comment? Je ne les juge pas, je laisse chaque personnalité responsable de ses propres déclarations devant l'histoire. Je ne les juge pas parce que je considère que chaque personnalité politique, institutionnelle est responsable devant l'histoire de ses déclarations. Est-ce que le Sénégal risquait de voir ce scénario-là se produire entre la fin du mandat de Macky Sall et la victoire de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle? De ce que j'en sais, parce que en ce moment-là, j'étais ministre directeur de cabinet du président, c'est que le président de la République, le président Macky Sall, n'a ménagé aucun effort pour la réussite de la transition. Il y en a même parfois qui voulaient l'inciter à faire application de l'article 52 de la Constitution et de garder le pouvoir. Mais il n'a jamais été question pour lui de garder le pouvoir ou de retarder la transmission du pouvoir. Le président a pris toutes les initiatives dès lors que le Conseil constitutionnel avait donné son verdict, en considérant que il n'était pas possible qu'on reporte les élections et que les élections devaient être organisées au plus tard avant l'expiration de son mandat. Le président n'avait pour agenda que la réussite de la transmission du pouvoir. Mais lui-même, il mettait en garde. Même lui-même, Macky Sall, oui, avait déclaré aussi que si les hommes politiques ne font pas attention, d'autres forces pourraient s'emparer du pouvoir. Il l'appréhendait. Oui, lui-même l'appréhendait, parce qu'il savait que aussi nous sommes dans un environnement sous-régional assez particulier, avec des forces terroristes qui existent dans la plupart de nos pays. Le Sénégal est dans une ceinture de feu. Il savait que nous sommes dans un environnement qui est favorable à l'instabilité. Et c'est pour ça que lui-même, il a pris toutes les précautions pour que la transition se passe correctement. Et je pense que, justement, un des succès du président Macky Sall, c'est d'avoir réussi sa sortie. Même si la situation au moment était très difficile, voire chaotique, mais lui, il a réussi sa sortie. Et le président a tout fait pour que le pays ne bascule pas. Donc, à quel prix Ismaël Madior Fall? Parce que tout à l'heure, on parlait de cette loi d'amnistie votée par la majorité béninoise à l'Assemblée nationale sur proposition de l'exécutif de Macky Sall. Une loi d'amnistie qui est l'un des fruits des négociations entre Macky Sall et Ousmane Sonko lorsque ce dernier, avec Bassirou Diomaye Faye, ils étaient en prison et qu'on était à la veille de la présidentielle 2024, ce qui est appelé le protocole du Cap Manuel. Oui, bon, je sais qu'il y a eu nécessairement, parce que c'était obligé qu'il y ait des négociations entre le président qui devait sortir parce qu'il n'était pas candidat à sa succession. Oui, donc dans tous les cas, lui, il ne pouvait pas garder le pouvoir, il n'était pas candidat à l'élection, et ce qui était susceptible de gagner les élections, parce que le président aussi était un homme renseigné, il avait des informations, il avait des renseignements qui montraient aussi que l'opposition pouvait gagner les élections. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Dire on attend que tout se passe et puis après on ne prépare rien? Non. Pour le bien du Sénégal, pour le bien du pays et pour l'intérêt de la démocratie sénégalaise, il fallait discuter, il fallait trouver des accords. Et sur le dos de la justice, vous êtes un grand défenseur de cette institution qui s'appelle la justice. Oui. Un protocole comme ça, c'est toujours sur le dos de la justice. Non, je ne sais pas s'il y a un protocole. Tout ce qu'on sait et ce qu'on voit et qu'on peut toucher, c'est qu'il y a eu une loi d'amnistie. Bon, une loi d'amnistie, on l'applique. Si on considère que les conditions ne sont plus remplies pour qu'on ne l'applique plus, mais on l'abroge, tout simplement. Si c'est la loi d'amnistie. La loi d'amnistie, il appartient à la majorité parlementaire de l'exécuter, de la respecter, de la mettre en œuvre, ou bien de la remettre en cause. Mais je ne suis pas sûr aujourd'hui que cette loi d'amnistie soit une mauvaise chose. Je ne crois pas. Un protocole comme celui du Cap Manuel, ou de Rebeuss à l'époque, entre Abdoulaye Wade et Idrissa Seck,
Il a quelle valeur juridique ce genre d'accord entre politiques? Bon, il faut d'abord s'interroger sur l'existence de ce protocole. Est-ce qu'il existe réellement? Et quand je suis en train de dire est-ce qu'il existe réellement, est-ce qu'il y a un acte, il y a un instrumentum où sont consignés les termes de cet accord qu'on appellerait protocole de Cap Manuel? Moi, autant j'étais directeur de cabinet quand même du président de la République à l'époque. Non, je n'avais pas connaissance d'un protocole. La seule chose dont j'avais connaissance, c'est qu'il y avait des discussions qui se passaient entre le président de la République et puis les responsables de l'opposition qui étaient en prison. Bon, après, je ne suivais plus parce que je n'étais plus ministre de la Justice. J'étais ministre des Affaires étrangères. J'ai passé plus de temps à l'extérieur. Voilà, je savais qu'il y avait des discussions pour préparer la transition. Je savais qu'il y avait des discussions pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Sur les 20 derniers jours de Macky Sall à la présidence de la République, vous étiez son directeur de cabinet. Oui, j'étais son directeur de cabinet. Et là, j'ai vu le président ne s'activer que pour réussir la transition. Voilà, faire en sorte, d'abord, il tenait à ce que l'élection se passe très bien. C'est pour ça qu'il a envoyé là-bas un homme de confiance. Quand vous parlez de transition, ça signifie quoi? Vous voulez parler de transmission du pouvoir? De transmission du pouvoir. Voilà. Transition, ça... Oui, transition, voilà, ça a plusieurs sens. D'accord. Voilà, mais là, on peut... La projection politique, vous êtes un homme politique, la projection politique, la victoire de Bassirou Diomaye Faye, vous considérez ça comme une transition, foncièrement? Non, la transition au sens étymologique, c'est le passage d'un État à un autre État. Transition politique, alors. Oui, transition politique. Voilà, c'est la transition politique. Transition politique, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le mandat de Bassirou Diomaye Faye, c'est une sorte de transition politique et que 2029 peut-être... Non, il faut retourner à l'étymologie. L'étymologie, transition, c'est le fait de transiter d'une situation A à une situation B. À votre prudence scientifique. Voilà, maintenant vous avez raison, quand on parle de la transition comme catégorie politique, voilà, là on considère que c'est le changement d'un régime à un régime selon des mécanismes dont il faut convenir. Voilà, mais là je voulais parler juste de transmission. je voulais parler de transition au sens faible, au sens platonique du terme. C'est ce qui nous amène à parler de ce slogan lors de la campagne pour la présidentielle, Sonko Moy Diomaye, Diomaye Moy Sonko, transposé apparemment dans la marche de la République et dans le fonctionnement de l'État. Avec peut-être même une prédominance du Premier ministre. C'est une première, et ce n'est écrit nulle part. Comment le constitutionnaliste que vous êtes interprète-t-il cela? Bon, je considère en tout cas que dans les rapports entre le président de la République et le Premier ministre, il vaut toujours mieux que ce soit un duo plutôt qu'un duel. Quand c'est un duo, le président et le Premier ministre peuvent s'entendre sur le terme pour gouverner ensemble. Étant entendu que le Sénégal est un régime présidentiel. Le régime présidentiel, c'est le régime dans lequel la prééminence est accordée au président de la République. Le régime présidentiel, c'est le régime dans lequel le président, au-delà des attributions constitutionnelles, au-delà des attributions qui sont constitutionnelles, dans le fonctionnement du régime, il a les outils régaliens de la gouvernance. Le Premier ministre, quelle que soit la volonté du président de lui laisser une marge de manœuvre, ouais, quelle que soit la volonté du président de la République de lui laisser une marge de manœuvre, ne peut pas disposer des outils régaliens de souveraineté. Par exemple, c'est le président de la République qui a le décret. Le Premier ministre n'a pas de décret. Il est prévu dans la Constitution la possibilité de lui déléguer la possibilité de prendre des décrets, ça c'est jamais fait. Il y a au Sénégal un monopole du décret par le président de la République. Et c'est les décrets, et les décrets, c'est par excellence l'acte de décision. C'est selon dans notre pays, un ministre même peut être attributaire de pouvoir qui lui permet de signer un décret, mais au Sénégal c'est clair, le décret, il n'est que présidentiel. Il n'est que présidentiel, sauf si le président délègue au Premier ministre la possibilité de prendre des décrets. Donc, le président a le monopole du décret, le Premier ministre ne l'a pas, donc il ne peut pas décider. Et deux, c'est le président qui a les outils de souveraineté comme le renseignement. Le renseignement, c'est le président de la République qui l'a au Sénégal. Le Conseil national de sécurité, c'est le président de la République qui le préside. Le Conseil des ministres, c'est le président de la République qui l'impulse, qui donne la tonalité, qui donne les orientations. Il y a beaucoup de réunions présidentielles, de décisions dans le régime présidentiel qui se passent sans que forcément le Premier ministre... Est-ce que les choses sont en train de se passer dans les règles de l'art aujourd'hui au sommet de l'État?
Je sais pas trop, je suis pas dans l'État, mais je considère qu'il y a des choses qu'il est difficile de remettre en cause. Par exemple, le décret, on ne peut pas le remettre en cause. Le Premier ministre ne peut pas signer le décret. Deuxièmement, le renseignement au Sénégal, c'est à la disposition du président. Le Conseil national de sécurité, c'est à la disposition du président. Le statut des chefs des armées et des responsables de la défense nationale, c'est le président de la République. Donc, quelle que soit en réalité la volonté du président d'aménager un espace de pouvoir, un espace d'autonomie institutionnelle au Premier ministre, il reste que le régime dans son fonctionnement reste un régime présidentiel. Ce qui fait d'ailleurs que, voilà, s'il n'y a pas d'harmonie ou s'il n'y a pas de grande entente ou d'intelligence entre le président de la République et le Premier ministre, cela peut préjudicier au fonctionnement des institutions. Est-ce que ça peut mener alors ce que vous voulez nous dire peut-être, je pose la question, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui peut mener le pays à une crise politique majeure si un jour le président de la République et son Premier ministre étaient amenés à ne plus s'entendre justement? Oui, c'est pour ça que je disais que entre le président de la République et le Premier ministre, l'idéal ou ce qui est souhaitable, c'est qu'il y soit toujours le duo, que ce soit toujours l'entente, ce qu'il y a toujours l'intelligence, la cordialité. Mais s'il y a, et ça on l'a déjà vécu dans l'histoire du Sénégal, oui, entre le président Dia et le président Senghor, on l'a vécu d'ailleurs à d'autres séquences où c'était moins spectaculaire. Wade, Idi, voilà, etc. Voilà, mais chaque fois qu'il y a risque de malentendu ou de mésentente entre le président et le Premier ministre, cela peut préjudicer au fonctionnement des institutions. Bon, jusque-là, je crois que la République est résiliente, l'État est résilient et que je pense que ça se passe plus ou moins. Il y en a qui l'ont réussi quand même. Abdou Diouf, Ousmane Tanor Dieng. Oui. Ça se passait très bien. Absolument. Abdou Diouf, Ousmane Tanor Dieng. Des super pouvoirs pour Ousmane Tanor Dieng, directeur des services et des affaires présidentielles à l'époque, mais jamais même si dans le parti, dans l'exécutif, alors, il y en a qui n'étaient pas d'accord, mais entre les deux, ça se passait très bien. Oui, je pense aussi que les rapports entre le président de la République et le président Macky Sall et ses premiers ministres aussi ont plutôt été des rapports voilà, apaisés, des rapports de compréhension mutuelle, des rapports de respect mutuel. Voilà. On reste sur ce chapitre-là, le régime politique sénégalais, l'hyper-présidentialisme. Ou régime semi-présidentiel, comme en tout cas les interprétations sont nombreuses. La petite marche de manœuvre du pouvoir législatif. Quelle est la pertinence alors, Ismaïla Madior Fall, d'avoir une Assemblée nationale dans un système politique comme celui du Sénégal? Bon, je pense que il faut rappeler que notre pays est un régime bireprésentatif. Contrairement aux démocraties parlementaires qui sont mono-représentatives, une fois qu'on fait les élections parlementaires ou les élections législatives, là-bas c'est fini. En Grande-Bretagne, en Espagne, en Allemagne, une fois qu'on fait les élections législatives, c'est terminé. On a le pouvoir, on gouverne pour la durée de la législature. Ce n'est pas le cas dans notre pays où nous avons un régime bireprésentatif. Ça veut dire qu'au fond, la source du pouvoir, elle est duale. Il y a le pouvoir qui naît de l'élection présidentielle, avec un président de la République. Et puis, il y a une autre source du pouvoir qui est l'élection législative, en réalité. Et je pense que Montesquieu nous l'a enseigné, tout homme ou tout organe qui a du pouvoir est tenté d'en abuser. Il faudrait donc que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Aujourd'hui, si on veut réussir au Sénégal l'érection d'un pouvoir dans lequel le pouvoir peut arrêter le pouvoir, autrement dit, l'existence d'un système politique dans lequel il peut y avoir un Parlement qui joue un rôle de pouvoir, pas forcément de contre-pouvoir, mais réellement un rôle de pouvoir. Je pense que les élections législatives devraient, à mon avis, aboutir à l'existence d'une majorité parlementaire qui n'est pas forcément celle de l'exécutif. Parce que, écoutez, quand l'exécutif a une majorité parlementaire qui est fidèle, le système fonctionne selon le paradigme du fait majoritaire. C'est aussi simple que ça. Le fait majoritaire, c'est quoi? Il y a de blocage dans le fonctionnement des institutions, peut-être? Oui, pas forcément de blocage, mais aujourd'hui,
pendant longtemps, les démocraties contemporaines fonctionnaient sur la base du paradigme majoritaire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'exécutif s'appuie sur une majorité parlementaire qui le soutient automatiquement. Mais aujourd'hui, quand on regarde les tendances de gouvernance universelle contemporaine, on se rend compte quoi? On se rend compte que le phénomène majoritaire est en train d'être de plus en plus d'être remplacé par le phénomène pluraliste. Et aujourd'hui, que l'on voit les grandes démocraties comme... Ah non, là, avant-hier au Botswana, par exemple, l'opposition qui... Oui, au Botswana. Les législatives. Au Ghana. Au Ghana récemment aussi. Au Ghana récemment, l'opposition a été une majorité à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, si vous regardez le système politique français, le président de la République en France ne dispose pas d'une majorité parlementaire. Il a été obligé d'appeler à une concertation toutes les forces politiques jusqu'à pouvoir former un gouvernement. Aujourd'hui, quand vous regardez l'Allemagne, qui a longtemps fonctionné selon le paradigme majoritaire, en Allemagne, c'était le CDU ou le CSD qui avait toujours une majorité parlementaire. Ah, la CDU? La CDU ou le PSD, le Parti social-démocrate, qui avait forcément une majorité parlementaire. Et il y avait une sorte d'alternance entre les deux pouvoirs. Mais aujourd'hui, c'est CDU et c'est le Parti social-démocrate et le Parti démocrate chrétien qui gouvernent en Allemagne en même temps. Si vous regardez aujourd'hui les Pays-Bas, c'est la même chose. Donc, je pense que les dernières tendances de gouvernance démocratique montrent que le pluralisme aujourd'hui est le moyen qui permet d'assurer l'équilibre des pouvoirs. Et le pluralisme politique contraint les forces politiques à discuter et à trouver des compromis. Parce que si c'est un seul parti politique, un seul groupe politique qui dispose d'une majorité parlementaire qui écrase tout le monde, il est tenté de faire ce qu'il veut. Et donc aujourd'hui, je pense que la tendance, c'est de faire en sorte que le Parlement soit un Parlement équilibré et qu'il n'y ait aucun parti politique qui dispose d'une majorité parlementaire et que les forces politiques soient contraintes de se consulter, de se concerter, de négocier pour arriver à des compromis. Même si l'opposition remporte les législatives, vote des lois, examine des textes, si ces textes sont adoptés, il n'y a pas beaucoup de marge manœuvre de l'Assemblée. C'est toujours le président qui a le dernier mot. La règle, c'est que lorsque les lois sont adoptées, le président de la République promulgue les lois dans un délai prescrit par la Constitution. 6 jours. Maximum 8 jours, le président de la République, il promulgue les lois. Exceptionnellement, il peut demander une seconde lecture de la loi. Et quand il demande une seconde lecture, la loi est adoptée et lui est renvoyée, mais il faut que la loi soit adoptée à la majorité des 2/3 de l'Assemblée. Mais le président de la République ne peut pas s'opposer à la promulgation d'une loi. D'ailleurs, la Constitution prévoit que si le président de la République refuse de promulguer, le président de l'Assemblée nationale promulgue la loi. Le faire. Ouais. Donc non, il ne peut pas bloquer durablement le fonctionnement des institutions. On a presque assisté à une scène comme ça récemment, avant la dissolution de la dernière législature, oui, où une promulgation a tardé. Oui, la promulgation peut être retardée. Mais quand la promulgation est retardée, encore une fois, le président de l'Assemblée peut y pourvoir. Et deuxièmement, la non-promulgation des lois est un comportement du président de la République susceptible de bloquer le fonctionnement des institutions. Voilà. Donc moi je pense que aujourd'hui, la démocratie parlementaire, la démocratie au Sénégal est suffisamment mûre pour qu'il y ait un Parlement qui soit contrôlé par l'exécutif. Mais regardez par exemple ce qui s'est passé en 2022. Mais en 2022, la majorité à l'époque, le gouvernement a failli ne pas avoir une majorité. Il avait une majorité parlementaire d'un siège, d'une voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une tendance aujourd'hui à la pluralisation. Et avec le ralliement d'un non-APR, d'un non-Benno qui s'appelle Pape Diop. Absolument. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'il y a eu 83 députés sur 82. Et justement, c'est pour ça que la 14e législature était l'une des meilleures législatures aussi de l'histoire du Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une majorité écrasante. Sur la plupart des textes, on était obligé de se concerter. Il y avait des discussions et des compromis à l'Assemblée. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est dommage que le bilan ne soit pas fait. C'est juste 2 ans de législature, mais le bilan législatif et le bilan de contrôle de l'action gouvernementale est tout de même impressionnant. Ismaël Madior Fall, avez-vous repris vos activités universitaires? Oui, je suis professeur à l'université Cheikh Anta Diop et aujourd'hui j'ai repris mes enseignements. En droit constitutionnel comparé, méthodologie, et puis j'ai repris l'encadrement des thèses de doctorat. Votre entrée en politique et votre fulgurance dans les rangs de l'APR, le parti de Macky Sall, vous dirigez la liste
de Tako Walou à Rufisque pour les législatives anticipées prévues dans 2 semaines. Pourquoi voulez-vous être député de Rufisque, votre ville natale? Ben parce que je suis en politique et quand on est en politique, ça appelle l'exercice de responsabilités. Je suis professeur, mais comme je suis aussi en politique, je dois aussi exercer des fonctions politiques. Et dans une démocratie, si vous n'êtes pas dans l'exécutif, si vous n'êtes pas au gouvernement, les autres fonctions politiques disponibles, c'est être député, c'est avoir un mandat local. J'ai un mandat local à Rufisque. Voilà, je suis conseiller municipal là-bas. Je suis candidat pour être député, représenter le département de Rufisque. Après Galandou Diouf qui a représenté le Sénégal, Rufisquois qui a représenté le Sénégal à l'Assemblée nationale française, après Mbaye Jacques Diop et après tant d'autres députés. Voilà, je voudrais représenter Rufisque à l'Assemblée nationale pour à la fois être le porte-voix des préoccupations de Rufisque, mais aussi pouvoir porter les grands problèmes de Rufisque, parce que Rufisque est une ville historique, commune depuis 1880, avec aujourd'hui des problèmes comme l'avancée de la mer, la reconfiguration urbaine avec Diamniadio, etc. Donc Rufisque vit des problèmes qu'il est aussi important de relayer à l'Assemblée nationale. Rufisque, frustré de ne toujours avoir que 2 députés à élire sur le scrutin départemental. Oui, parce qu'on est 280 000 électeurs, on n'est pas encore arrivé à la fourchette des 3-4 députés. La transhumance politique, on l'observe dans votre parti, des militants et responsables, surtout des responsables de cellules de l'APR qui rejoignent PASTEF pour ces législatives. Bon, moi, je relativise beaucoup l'impact de la transhumance sur le jeu politique sénégalais. Moi-même, au moment où on était au pouvoir, il y a beaucoup qui venaient nous rejoindre, mais je me rends compte que quand ils arrivaient seuls. Ils n'arrivaient pas forcément avec la base. Parce qu'aujourd'hui, la citoyenneté a évolué dans notre pays. Il n'y a plus de grands électeurs. Il n'y a plus de porteurs de voix. Il n'y a pas de propriétaires d'électeurs, de propriétaires de suffrage. Aujourd'hui, c'est l'opinion publique qui fait le travail. Hein. Exact. On est une démocratie d'opinion. En réalité, aujourd'hui, chaque Sénégalais a sa petite opinion sur le cours politique et décide dans son intimité sans être influencé par qui que ce soit dans ses choix politiques. Donc pour moi, la transhumance n'a pas d'impact. Ça peut être spectaculaire, ça peut être symbolique, mais je ne suis pas sûr que ça ait de l'impact. Macky Sall, après une semaine de campagne, toujours hors du pays, vous êtes pour ou contre son retour pour battre campagne? Pour moi, s'il le souhaite, il doit revenir dans le pays. C'est un Sénégalais qui est ancien président, pas n'importe qui. C'est un élément de notre patrimoine national, Macky Sall. Macky Sall, il a exercé le pouvoir au Sénégal avec abnégation, engagement, talent, surtout empathie. Macky Sall, c'était le Sénégalais qui se souciait du développement du pays, des infrastructures. Macky Sall, c'est celui qui se souciait de justice sociale. Macky Sall, c'est celui qui a fait les filets de sécurité sociale. Macky Sall a de l'empathie. Macky Sall a tout fait pour que le Sénégal soit une démocratie, que les choses se passent dans la paix, que la transmission du pouvoir, et non la transition, parce que je vois que vous n'avez pas ce terme, que la transmission du pouvoir se passe de façon pacifique. Macky Sall, c'est quelqu'un qui mérite les hommages du Sénégal et des Sénégalais. Macky Sall ne mérite pas qu'on parle de juger, de traduire devant la haute cour de justice, etc. Pour tout ce qu'il a fait pour le pays, je pense qu'il mérite les hommages du peuple sénégalais. S'il souhaite venir, ce serait bien pour nous, en tout cas, ce serait tout bénef. Maintenant, si les circonstances rendent difficile son déplacement sur le pays, nous sommes assez grands pour nous débrouiller, mais nous aurons souhaité qu'il soit là. Il a été pour vous un bon président de la République, malgré les scandales financiers présumés. Vous savez, les scandales financiers, ça existe dans tous les pays. Il faut lire le rapport de la Cour des comptes française. Le rapport de la Cour des comptes française tape sur les doigts de tous les politiciens et tous les gestionnaires. Parce qu'il y a toujours des écarts de gestion, il y a des fautes, etc. Maintenant, s'il y a des fautes qui doivent être jugées, il faut les juger. S'il y a des fautes qui doivent être sanctionnées, il faut les sanctionner. C'est pour ça que quand j'entends parler de réduction des comptes, mais j'ai dit, mais la réduction des comptes, c'est naturel. La réduction des comptes, c'est la respiration de l'État. C'est enfoncer une porte déjà ouverte. Exact. Quand j'entends la réduction des comptes commence la semaine prochaine, j'ai dit, mais comment la réduction des comptes commence la semaine prochaine? La réduction des comptes, c'est tous les jours. La réduction des comptes, c'est au quotidien. Maintenant, il faut éviter de tomber dans le piège, dans quelques pièges en matière de réduction des comptes. Je pense qu'il faut éviter de tomber dans le piège de la politisation de la réduction des comptes. On utilise la réduction des comptes pour régler des problèmes politiques.
Deuxièmement, il faut éviter le risque d'instrumentaliser la justice. Bien sûr, oui, c'est un risque. Encore que la justice au Sénégal, encore une fois, on ne peut pas la manipuler. Elle est indépendante. Ça, je l'ai dit quand j'étais ministre de la Justice. Je continue à le dire. Il faut éviter le piège de la judiciarisation. Parce que rendre les comptes aussi, c'est pas que tout est judiciaire. Non. Rendre les comptes, parfois, c'est voir si vous avez fait les signatures que vous deviez faire, comme vous l'avez fait, si vous avez accompli les diligences que vous deviez accomplir. Maintenant, il y a des faits susceptibles de qualification pénale. C'est ça qui peut être judiciarisé. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de la judiciarisation de la réduction des comptes. C'est pour ça d'ailleurs, et je rappelle que quand même, tous les instruments de réduction des comptes qui existent au Sénégal, c'est le président Macky Sall qui les a fait. On parle de la loi PJF, ça c'est le président Macky Sall. Moi j'étais ministre de la Justice, j'ai défendu la loi à l'Assemblée nationale. Juste après d'ailleurs, il y a une loi qui est passée inaperçue, c'est la loi du 12 février 2024 qui a augmenté, qui a renforcé les prérogatives de l'OFNAC. Et qui permet à l'OFNAC, par exemple, de pouvoir enquêter. Là, Bassirou Diomaye Faye a entamé une réforme de l'OFNAC. Peut-être que ça va même disparaître et remplacé par un autre organisme. Oui, ça, il faut que ça passe à l'Assemblée nationale. Mais encore que tout ça, si c'est des mécanismes... Et d'ailleurs, c'est Nafi Ngom Keïta qui s'occupe de ce travail-là. Ok, parfait. Bon, donc c'est les mécanismes de réduction des comptes. Mais voilà, en tout cas, le pôle judiciaire financier, c'est le président Macky Sall qui l'a fait en remplaçant la CREI. Moi, j'étais ministre de la Justice, j'ai défendu le texte. Donc, réduction des comptes, c'est quelque chose qui est inscrit dans le fonctionnement de l'État, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Mais encore une fois, à mon avis, il faut éviter le piège de la politisation, le piège de l'excessive judiciarisation et surtout le piège du règlement des comptes. 1000 milliards dans un compte en banque, révélation d'Ousmane Sonko. Bon, je pense que le Sénégal est maintenant riche en ressources humaines de qualité, en hommes de l'art, en professionnels qui savent dire si ce genre d'information est fondé ou pas. Vous y croyez ou pas, Ismaël Madior Fall? Non, moi je me fie au bon sens et je me fie à la parole des experts. Et beaucoup d'experts considèrent que c'est surréaliste, voire difficilement envisageable. La diplomatie sénégalaise, vous avez été ministre des Affaires étrangères. Le président Bassirou Diomaye Faye était en Arabie Saoudite. Sans doute le nuage au-dessus des relations entre Riyad et Dakar s'est peut-être dissipé. Ce marché d'une usine de dessalement de l'eau de mer au Mamel. Diomaye Faye a ensuite enchaîné par un voyage en Turquie. Les partenariats du Sénégal, la France, le souverainisme prôné par Pastef. Oui, parce que bon, en matière de diplomatie... le mot d'ordre pertinent, c'est pas le souverainisme. Le mot d'ordre pertinent, c'est l'ouverture sur le monde. Le président Macky Sall disait, le Sénégal n'est la propriété ou l'apanage d'aucune puissance. Le Sénégal n'appartient pas à la France, n'appartient pas aux États-Unis. Le Sénégal est un pays ouvert qui coopère avec tout le monde. C'est le président qui est allé en Russie. C'est le président Macky Sall qui est allé en Russie. Et quand le président Macky Sall était au Sénégal, et ça, tous les grands de ce monde sont venus au Sénégal. Tous les grands de ce monde. Le président chinois, le président américain qui ne voyage souvent pas en Afrique. Le président américain est venu ici. Le président turc plusieurs fois, l'Union européenne, le chancelier allemand, des présidents européens. Je veux dire, le président Macky Sall a fait rayonner notre diplomatie. Voilà. Donc, les choses ne sont pas comme on le croit aujourd'hui. Le Sénégal a beaucoup diversifié son éventail de partenaires internationaux. Et aujourd'hui, c'est un pays qui est ouvert sur le monde. Ismaël Madior Fall, merci d'être passé devant le grand jury de RFM, professeur agrégé, professeur titulaire agrégé de droit public et de sciences politiques, ancien directeur de cabinet du président public, ancien chef de la diplomatie, ancien garde des Sceaux, candidat de la coalition Takku Wallu sur la liste départementale, sa liste départementale à Rufisque pour les législatives prévues dans 15 jours, le 17 novembre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Babacar, c'est toujours un plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis, à Abdou à la régie, et restez avec nous, les programmes continuent. Bonne fin de week-end à tous.